Ah oui, bonjour et bonne année à tout le monde. Je vous souhaite une année pleine de création littéraire, pleine de littérature, pleine de créativité, pleine de repos et un peu de galères, parce que c'est les galères qui font écrire. Sans les galères, on n'a pas trop de sujets pour écrire, j'imagine. Mais dans tous les cas, je vous souhaite le contrôle sur toutes les situations. Vaste programme. Donc, bienvenue à la journée des auteurs de janvier de 2026, la première de l'année et l'une des dernières du format que vous connaissez parce que la journée des auteurs va se modifier et vous allez adorer les surprises qui vous attendent. Mais pour l'instant, nous allons garder notre rythme d'habitude. Voilà. Donc, le matin, nous allons avoir la masterclass ici. L'après-midi, nous allons avoir à l'école les mots, les activités, le laboratoire et la scène ouverte pour objectif écriture et les abonnements avec Claudine. Nous allons avoir l'objectif projet. En fait, l'objectif projet aujourd'hui a une masterclass dédiée à l'école les mots. Et l'après-midi, s'il y a quelqu'un ici de l'objectif projet, l'après-midi, vous pouvez aller à l'école 4 rue Dante pour le laboratoire et la scène ouverte. Les activités commencent à 14 heures. Les objectifs manuscrits qui sont en présentiel, vous pouvez continuer ici pour l'après-midi. Et les personnes qui sont connectées, vous pouvez continuer connecter à partir de 14 heures aussi avec ma collègue Marinette qui va vous accompagner dans l'après-midi. D'accord? Aujourd'hui, nous avons Arnaud Guillon avec nous pour parler de l'amour. Et avant de lui donner la parole, je vais faire une petite présentation. Voilà. Ça sera court. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Guillon. Arnaud Guillon a publié 9 livres chez Plomb, Arléa, Quai Voltaire et plus récemment aux éditions Héloïse d'Ormesson. Son roman Écume Palace a reçu le prix Roger Nimier et Tableau de chasse le prix Henri de Régnier. Dans ce livre, l'amour n'est jamais un idéal ni un concept abstrait. C'est une matière narrative instable, travaillée à partir des personnages, de leurs désirs, de leur aveuglement, de leurs contradictions. Arnaud Guillon n'écrit pas l'amour pour l'expliquer, mais pour en montrer les effets. Il ne romantise pas, ne donne pas de recettes, ne moralise pas. Il observe, il met en scène. Il fait sentir comment l'amour agit sur les êtres et transforme le récit. C'est à partir de cette expérience d'écriture exigeante et incarnée qu'il va vous parler aujourd'hui de l'amour comme matière littéraire. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Arnaud Guillon. Voilà. Merci. Merci. Parfait. Bon, ben, je vais essayer d'ajouter un peu de quelque chose à ce qu'a dit Guilherme, parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses. Donc en fait, oui, moi, vous m'entendez bien là ou pas? Non. Ah, pas. Je vais augmenter. Allô? Rien? Nous, oui. Vous m'entendez là? Non. Allô? Non. Si vous parlez de loin, ça marche. Ah, faut être devant. Non, je vais me rapprocher alors. Là, ça va? Ou tu peux approcher le microphone de toi. Oui. Mais après, il va tomber. Qu'il tombe. Pardon. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas télescopique? Non. C'est pas télescopique. Non. Je vais te demander de crier. Très bien. Ça, c'est un micro pour le replay. Il n'y a que quand on est Donc, en fait, oui, j'ai écrit ces livres et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'en fait, j'écrivais sur le couple. Je m'en étais pas rendu compte et c'est au bout de plusieurs livres que je me suis rendu compte que je parlais du couple, des couples qui se font, qui se défont, qui s'aiment, qui se désaiment. Et pour reprendre la phrase « les peuples heureux n'ont pas d'histoire », moi, c'est un peu « les couples heureux n'ont pas d'histoire ». En fait, je crois que je ne m'intéresse qu'aux couples qui un peu bancal, quoi. Et
Alors quand j'ai commencé à écrire, évidemment, d'abord je ne savais pas si j'en étais capable. J'avais pas grande notion de l'écriture. J'étais redevable à certains écrivains de m'avoir donné l'envie de me lancer, mais parce que j'avais aimé leur style, leur imaginaire. Et c'est sous cette impulsion, sous l'impulsion des lectures de leurs œuvres, que j'ai eu envie de franchir le pas moi-même, mais sans savoir du tout où j'irais. Et quand j'ai commencé mon premier roman, je ne savais absolument pas où ça me mènerait, et je ne savais surtout pas si j'arriverais au bout. Parce que, comme dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc il faut arriver à franchir le pas et se lancer, même si ça doit se solder par un échec. Le coup d'après, ça peut marcher. Ce qu'on publie au début, c'est jamais très concluant, jamais très bon. Enfin, ça peut arriver, mais il ne faut pas se décourager, quoi. Et depuis, j'ai toujours procédé de la même manière, c'est-à-dire d'une manière assez intuitive, tout en ayant une base assez solide. C'est-à-dire que avant de me lancer, j'ai des repères très, très précis. Alors, l'amour, d'après Philippe Roth, c'est la seule obsession que tout le monde désire. Mais en fait, l'amour, il dit ça parce que l'amour est une source de bonheur, mais c'est aussi une source de chagrin quand ça se termine. Et pour un romancier, c'est une mine, en fait, parce qu'on peut creuser le sujet sous plein d'angles différents, de manière à essayer de comprendre, même si on ne comprendra jamais vraiment ce que c'est que l'amour. Parce que c'est l'amour est une matière littéraire très, très fragile, très volatile, très difficile à utiliser. Et donc, il faut veiller à pas être vulgaire ou à donner dans la facilité. Il faut aborder la question de manière très, très sensible, de manière à ne pas être ridicule ou vulgaire. Alors, si certains auteurs se lancent sans savoir où ils vont, comme je vous l'ai dit, moi j'ai besoin de repères extrêmement précis, c'est-à-dire que je laisse finalement, même si j'agis de manière intuitive, je laisse quand même peu de place au hasard, au moins avant de commencer. C'est-à-dire j'ai besoin de repères extrêmement précis, de manière à savoir comment l'histoire va se dérouler. Comme ça m'aide à comprendre à qui j'ai affaire et l'histoire que je veux raconter et pourquoi je veux la raconter. Une fois que j'ai tous ces éléments-là, j'ai une espèce de plan qui se dessine et donc c'est plus facile. J'ai une espèce de chemin qui est tracé, même si pendant l'écriture, peut y avoir des changements en cours de route parce que je me rends compte après coup que ça ne va pas, ou que je peux faire mieux, ou que je peux prendre un biais auquel je n'avais pas pensé au départ et qui se révèle préférable. Mais avant tout, vouloir raconter une histoire d'amour, c'est une chose, mais avant tout, il faut avoir des personnages. L'histoire d'amour, ça repose sur des personnages. Et donc ces personnages, il faut savoir qui ils sont, et savoir ce qui se passe pour elles au moment où l'histoire d'amour va commencer. Alors, il se trouve qu'en fin d'année, là, j'ai lu les mémoires de Jean-Paul Rapneau, qui s'appelle Vive Allure. Et à un moment, il dit, je le cite, « Je dois partir du plus profond du cœur pour trouver ensuite la périphérie. Le cœur, pour moi, ce sont les personnages. Si je ne les vois pas, si je ne les sens pas, comment inventer ?» Et en fait, tout est dit là. Et il ajoute qu'avant de tourner Cyrano de Bergerac, il se pose encore ces questions. Qui sont ces personnages? Que veulent-ils? Que disent-ils? Voilà notre premier travail. Et en fait, c'est ça. Il faut définir les personnages. Qui sont-ils? Que font-ils? Qu'ont-ils dans la tête et dans le cœur?
pour une histoire d'amour, c'est essentiel de savoir un peu qui on a en face de soi. Alors certains auteurs vont se lancer sans bien connaître leurs personnages et ils vont les étoffer au fur et à mesure de l'écriture. En effet, en cours de route, on peut leur donner de l'épaisseur, de la consistance. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai besoin quand même de les circonscrire, de savoir qui ils sont, ce qu'ils ont dans la tête et quelles peuvent être leurs réactions dans telle ou telle situation. J'ai besoin de savoir s'ils sont heureux, s'ils sont malheureux, s'ils sont solides, s'ils sont fragiles. C'est autant de questions auxquelles je vais essayer de répondre quand je vais développer quand je vais écrire le roman. Et puis j'ai aussi besoin de savoir comment ces personnages se rencontrent, parce que dans une histoire d'amour, il faut qu'il y ait une rencontre. Lequel des deux fait le premier pas, dans quelles circonstances, quels sont savoir si leurs sentiments, à ce moment-là, au moment où ils se rencontrent, sont à peu près les mêmes, ou s'ils sont éloignés l'un de l'autre, savoir s'ils se complètent ou s'ils sont complètement opposés. Tout ça, ce sont des questions que je me pose pour vraiment savoir qui j'ai en face de moi. Alors évidemment, parfois, ce sont des personnages volontairement opposés, puisque on le sait, les contraires s'attirent. Et je pense notamment à ce film Nos plus belles années de Sidney Pollack, avec Redford et Barbra Streisand, que vous avez peut-être vu, où là, des questions politiques les opposent. Et en plus, ils sont de milieux différents. Elle est militante communiste. Lui, c'est une espèce de fils de famille qui se moque un peu de son engagement, donc tous les opposent, et pourtant ils finiront par avoir une histoire d'amour qui tournera mal, mais il y a quand même une histoire d'amour. Et de même, pour Le Sauvage, j'ai vu que ça repassait hier soir, tous les opposent. Il est face à cette fille qui est une espèce de tourbillon, alors que lui n'aspire qu'au calme et à la solitude, et pourtant ça ne les empêchera pas de se rapprocher. Alors, par exemple, moi, quand j'ai écrit mon roman 15 août, avant de commencer, je connaissais la fragilité de Pierre, c'est le personnage masculin, et je connaissais aussi la fragilité de Sacha, qui est la femme. Au moment où le livre commence, ils ont tous les deux essuyé des échecs. Lui, une rupture amoureuse, elle, un divorce. Et ils savent plus très bien où ils en sont dans leur vie. Elle entretient une relation à éclipse avec un homme depuis longtemps, mais c'est une relation qui la fragilise. Lui, il n'est pas en très bon état. Et en fait, leur histoire naît de deux chagrins. Et cette histoire née de deux chagrins, je sais qu'elle va les mener nulle part. Tout ça, je le sais dès le départ. Et c'est important pour moi de savoir et de pouvoir visualiser leur état d'esprit et d'expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher entre eux. De même, quand j'ai écrit Tableau de chasse, qui est un roman qui a été écrit des années plus tard, je savais que le couple que formaient Vincent et Manon traversait une passe difficile et que s'ils ne trouvaient pas un second souffle, ils allaient à la catastrophe. Donc tout ça, c'est des points qui sont importants pour moi de manière à avancer. Et puis évidemment, après les personnages, il faut définir le milieu dans lequel ils évoluent. Le milieu, le décor qui souvent détermine la rencontre. Parce que chaque détail qu'on apporte doit servir la crédibilité du livre. C'est pour ça que je pense qu'il est préférable de situer les choses dans un milieu qu'on connaît, dont on connaît les usages et les habitudes, parce que comme ça,
on s'y promène plus facilement. On en connaît les us et coutumes, et on risque pas de faire des fautes ou des interprétations fausses qui sont très dommageables pour la crédibilité du livre. Parce que là, on prend le risque ou d'être ridicule, ou en tout cas de rater l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Alors, concernant ces personnages, il y a une question qui est importante aussi et que j'ai également traitée, c'est la concordance des temps. Ce que j'appelle concordance des temps, c'est le timing entre les personnages. C'est pas la question de grammaire, évidemment. C'est de savoir si au moment où l'histoire commence, les personnages sont sur la même longueur d'onde, quelle est leur vie au moment où le roman va commencer, et sont-ils compatibles, disponibles l'un pour l'autre, ou est-ce qu'il y a des obstacles qui risquent d'entraver leur histoire d'amour et peut-être même de la compromettre. Cette question de la concordance des temps, on sait que dans la réalité, elle peut être déterminante, mais dans un roman également. Alors, par exemple, il y a l'exemple dans Anna Karénine de Tolstoï, du personnage de Kitty, qui, lorsqu'elle fait son entrée dans le monde à l'âge de 18 ans, tombe amoureuse du comte Vronsky. Et amoureuse de Vronsky, elle repousse la demande en mariage de Lévin. Puis elle apprend que Vronsky est tombé amoureux d'Anna Karénine, et donc Kitty en tombe malade, et elle part quelque temps en cure. Et quand des mois plus tard elle revient, elle revoit Lévin, et là elle se rend compte qu'en fait elle l'aime et qu'elle ne peut pas faire sa vie sans lui. Et donc elle épouse Lévin, et finalement ils vont être très heureux. Donc ce qui au début semblait un obstacle se révèle positif pour eux. De même, pour prendre un autre exemple, Jean-Philippe Toussaint dans Fuir, je ne sais pas si vous avez lu Fuir, c'est un des 4 romans qu'il a consacré à son personnage de Marie, qui s'appelle Marie-Madeleine Marguerite de Montalte. Et à un moment, il écrit dans Fuir: « Nous avions conscience que nous nous plaisions, nous le savions l'un et l'autre, et savions que l'autre le savait, mais ce qui manquait encore, et manquerait peut-être toujours, c'était l'occasion, le moment opportun, la faveur ou la saison. » Voilà, donc là, vous voyez tous les paramètres qu'ils mettent en place ou en jeu pour qu'une histoire marche. Alors, dans 15 août, dont je vous ai déjà parlé, là, c'est vraiment il y a vraiment un problème j'ai vraiment voulu parler de la concordance des temps. Et d'ailleurs, Sacha, à un moment, lors de son premier dîner avec Pierre, lui dit ce n'est pas évident de rencontrer la bonne personne au bon moment. Et alors, lui, il tombe très amoureux d'elle, mais elle est avec cet homme dont je vous ai parlé. Et donc elle est un peu flottante, et donc elle se donne à Pierre pour ensuite mieux s'éloigner, etc. Et lui ne sait pas comment la retenir, puisqu'elle est toujours attirée par l'autre. Et à un moment, elle lui dit même: « Ça va nous mener où cette histoire qui semble commencer, qui en même temps ne commence pas ?» Donc ça montre aussi son état d'esprit. Elle est très hésitante. Et lui, à la fin du livre, quand il comprend qu'il n'y aura pas d'issue possible avec Sacha, il dit nous aurions pu être heureux ensemble, Sacha et moi, j'en étais sûr, mais elle non plus, je ne l'avais pas rencontrée au bon moment. » De même, quand j'ai publié En amoureux 15 ans plus tard, Ninon, qui ne croit plus aimer son mari, tombe dans les bras de Paul et décide de partir en Grèce avec lui. Et quand ils arrivent à Paros, ses sentiments ont changé. Et en fait, ce voyage qui semblait... qui devait être un rêve se transforme en cauchemar, parce que subitement, il est face à une femme qui ne comprend plus du tout. Donc là aussi, il y a un problème de concordance des temps. Et elle lui dit même: « Ne m'en veux pas, j'ai été amoureuse de toi, mais je ne le suis plus, je n'y peux rien, c'est comme ça, pardonne-moi. »
Et alors lui, et à la fin du livre, je dis, un homme et un enfant attendaient la jeune femme. Comment avait-il pu croire qu'elle abandonnerait tout pour lui? Comment avait-il pu croire à cette histoire? Tandis que Ninon reprenait le cours de sa vie, Paul ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle s'était offert une incartade comme on cède à un caprice. Alors, concernant le temps de l'amour, alors il paraît que l'amour dure 3 ans. C'est à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile de lutter contre le temps dans une histoire d'amour et de maintenir l'éveillement des débuts. C'est ce qu'Albert Cohen, dans Belle du Seigneur, appelle le délire sublime des débuts. Avec le temps, l'amour se transforme au gré du vécu, des souvenirs, mais le temps et l'amour n'allant pas toujours bien ensemble, c'est d'autant plus difficile de maintenir cette étincelle des débuts et d'inscrire l'histoire dans la durée. Dans Belle du Seigneur, on se souvient de Solal et d'Ariane, qui, après des débuts flamboyants, finalement vivent une lente déchéance qui les mène au suicide. La question de l'histoire d'amour, alors il y a 2 sortes de romans. Il y a les romans où l'histoire d'amour occupe tout le roman, c'est-à-dire que c'est le sujet principal, le roman est là, ou alors il est une partie de l'histoire, il s'intègre à une histoire qui est plus vaste que lui, et enfin il occupe un rôle secondaire. Mais quand le roman occupe toute la place, il faut, comme je vous l'ai dit, prévoir un début, un milieu et une fin. Donc il faut par exemple, aborder la question de la rencontre. Alors, comme dit Vladimir Yankelevitch, dans la rencontre amoureuse, on tombe amoureux alors qu'on n'a pas appris à être amoureux. C'est assez intéressant comme réflexion, parce que la rencontre, ce sont des circonstances, un lieu, un moment, où le hasard joue quelquefois un rôle très important. Qu'est-ce qui, chez l'autre, retient l'attention ou provoque l'attirance? La rencontre peut être trompeuse et n'avoir rien d'un coup de foudre. Mais cependant, malgré une impression d'abord négative, elle peut aussi déboucher sur une histoire d'amour, comme on l'a vu précédemment avec les films dont je vous ai cité les titres tout à l'heure. Alors les raisons pour lesquelles la première impression peut être négative, ça peut être par exemple des raisons tout simplement physiques. Alors, on se souvient des premières lignes d'Aurélien d'Aragon, et notamment de la première phrase qui est « La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide ». Ça partait mal. Et il ajoute « Elle lui déplut, il n'aima pas comment elle était habillée, une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Ses cheveux étaient ternes, mal tenus. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. » Donc voilà, ça c'est ce qui est drôle ensuite pour un écrivain, c'est de retourner la situation. Ce qu'Aragon, évidemment, qui était un prodige, fait avec maestria. La rencontre peut également être un coup de foudre. Ça aussi, le coup de foudre, c'est très délicat à manipuler parce qu'il y a cette espèce de départ en flèche, mais après, il faut arriver à développer ce coup de foudre et à montrer comment il évolue, ce qui n'est pas forcément simple. C'est ce que Jean-Paul Dubois, le coup de foudre, il appelle ça le foudroiement initial. Alors, les exemples ne manquent pas. On a le Rouge et le Noir de Stendhal avec Julien Sorel et Madame de Rênal, qui, dès leur première rencontre, ressentent une attirance l'un pour l'autre. Ou plus près de nous, il y a l'amant de Marguerite Duras,
Elle est à la fois, elle est surtout d'ailleurs attirée par le fait qu'il a une Léon Bollet, c'est-à-dire une très jolie voiture. Parce que en fait, elle est très pauvre, sa mère est institutrice, s'est fait escroquer, acheter des terrains inondables. Et donc, il y a ce Chinois qui se promène avec sa voiture magnifique. Et donc, évidemment, pour la jeune fille, c'est quand même assez tentant. Et puis, le coup de foudre, ça peut être aussi Love Story d'Éric Segal, roman qui, en son temps, a eu un grand succès. Et là encore, c'est un garçon issu de la grande bourgeoisie américaine, des WASP. Et elle est fille d'un boulanger du Rhode Island. Et évidemment, tous les opposent. Et pourtant, leur histoire d'amour va franchir la barrière sociale. Alors, concernant le coup de foudre, si vous voulez, j'ai un exercice pour vous que vous pourrez faire si vous le souhaitez. C'est de faire le récit d'un coup de foudre où la surprise et le hasard jouent un rôle important. En précisant les circonstances, l'endroit et le moment où a lieu ce coup de foudre, et en laissant libre cours à l'imagination et à la mémoire. Dans De l'amour, Stendhal a décrit le processus d'idéalisation qui se passe au moment où deux personnes se rencontrent et où elles sont attirées l'une par l'autre. Il étudie les étapes par lesquelles l'amoureux est subjugué et par l'autre de qualité qu'il n'a pas. Il montre ce processus d'idéalisation où on grandit l'autre grâce à ses sentiments, enfin à cause de ses sentiments et de son imaginaire, on lui invente des qualités qu'il n'a pas forcément. Et c'est ce qu'il appelle le phénomène de cristallisation. Il dit ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Alors, d'après Stendhal, il y a au départ l'admiration, à laquelle succède l'adoration et l'invention de ces qualités insoupçonnées. Pour lui, ce phénomène demande du temps et des sentiments inavoués et le passage par des moments de doute et d'espoir. Et il parle ensuite d'un second phénomène de cristallisation qui se produit lorsqu'un des deux est quitté par l'autre. Et là, à nouveau, ce second phénomène de cristallisation lui fait à nouveau imaginer des qualités que l'autre n'a pas forcément, liées à ses regrets. Suite à ça, il y a le désir d'appropriation, d'obsession. Ainsi, Flaubert, dans l'Éducation sentimentale, écrit « Quel était son nom, sa demeure, sa vie, son passé ?» Ainsi, il souhaite connaître tous les meubles de sa chambre, les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait, et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Donc là, on comprend que merci beaucoup. Ce désir d'appropriation devient très fort dès que quelqu'un vous a plu. Et puis il y a aussi le désordre amoureux qui peut découler du coup de foudre ou de l'histoire d'amour. C'est ce que Benjamin Constant appelle le transport d'essence, l'ivresse involontaire. On devient ivre de l'amour qu'on éprouve pour l'autre.
D'ailleurs, j'avais noté cette phrase dans Nos plus belles années dont je vous ai parlé tout à l'heure. Redford, à un moment, dit à Barbra Streisand, « Quand tu aimes quelqu'un, tu deviens sourde, bête et aveugle. » Ça résume à peu près tout ce que je viens de dire. Et puis évidemment, quand il y a l'amour, il y a le phénomène d'attente, on attend. Et je me souviens que Roland Barthes, dans Fragment d'un discours amoureux, dit « Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. » Et en fait, on passe son temps à attendre un rendez-vous, une lettre, un coup de téléphone, n'importe quoi. Alors, il y a une autre question que je voulais aborder avec vous dans l'amour dans l'amour dans le roman, ce sont les scènes de sexe. Parce que sont-elles utiles ou pas utiles ? C'est la question. Et en fait, c'est très instinctif. Et selon le style et la sensibilité de l'auteur, elles apparaissent ou elles n'apparaissent pas. Quelquefois, certaines scènes d'amour sont mal foutues, sont grotesques, sont vulgaires. C'est cette question de la matière, de l'amour dont on parlait au début, qui est très délicate à manipuler. Les scènes de sexe, c'est très, très délicat, si je puis dire. Alors, par exemple, si on prend Patrick Modiano, qui est quand même un grand pudique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jamais il y a de scènes d'amour dans ses livres. Enfin, en tout cas, de scènes de sexe. Et je me souviens que dans Du plus loin de l'oubli, il y a une scène de sexe. Et sa manière de montrer qu'il y a une scène de sexe, il parle du couinement d'un fauteuil dans une salle de cinéma. Voilà, c'est la scène de sexe. Il ne va pas plus loin. Alors que, par exemple, mais en même temps, ça correspond à son style, puisque les personnages sont toujours flottants, c'est un peu des silhouettes, c'est des gens qui se frôlent, qui se croisent, on ne sait pas très bien quelles sont les relations, c'est ce qui fait tout le charme de son œuvre, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'une scène de sexe au milieu d'un univers aussi éthéré, ça serait bizarre. En revanche, quelqu'un comme Jean-Philippe Toussaint, lui, n'hésite pas à notamment dans ses 4 romans consacrés à Marie, il n'hésite pas à faire des scènes de sexe, à écrire des scènes de sexe parfois très crues. Et notamment, je me souviens également d'Enfuir des retrouvailles après que Marie a enterré son père à l'île d'Elbe. Il se retrouve à l'île d'Elbe et là, après la cérémonie, elle le retrouve à l'hôtel et là, ils ont une séance de sexe, il y a une séance de sexe très crue. Et dans un autre genre, je me souviens aussi d'Extension du domaine de la lutte à la toute fin de Houellebecq, où le narrateur raconte la scène de sexe de ses parents qui l'a engendré lui-même, en fait. Il imagine comment s'est passée la scène de sexe de ses parents. Donc, je vous le cite de mémoire, parce que ça m'avait amusé à l'époque. Il dit ils étaient à 4 pattes sur le tapis, et pendant la pénétration, ma mère avait eu la malencontreuse idée de caresser les couilles de mon père, si bien que l'éjaculation s'était produite. Voilà comment il résume sa conception. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'après, il ajoute, après, ils avaient mangé du poulet. À l'époque, on trouvait encore de vrais poulets. Donc c'est drôle parce que c'est à la fois une scène de sexe et en même temps, il lui donne un côté complètement dérisoire. Et alors, en ce qui me concerne, moi, dans mon travail, j'ai à la fois fait du Patrick Modiano, si je puis dire, et à la fois du Jean-Philippe Toussaint. Alors, par exemple, dans Écume Palace, je vais vous lire la scène. Une lampe à l'autre bout du salon est allumée. Je devine son corps dans la pénombre, parfum vanillé de sa peau, de ses cheveux. Et elle dit, c'était la première fois depuis.
Alors, depuis, parce qu'en fait, dans le roman, ce personnage féminin est espagnol et le narrateur lui a présenté, avec qui elle a eu une aventure autrefois. Ensuite, il lui a présenté un ami et en fait, elle a épousé cet ami. Et cet ami, après, s'est tué en voiture. Donc là, c'est après la mort de l'ami. Donc, ils se retrouvent des années plus tard. Donc, elle dit, c'était la première fois depuis. Elle hésite. Je pose mes doigts sur ses lèvres pour l'empêcher de parler. Elle remonte le drap sur elle, se retourne. Jamais je ne finis d'aimer les femmes que j'ai aimées. À mon réveil, elle avait disparu. Voilà. Alors là, ensuite, je vous lis la scène, une scène de sexe dans Tableau de chasse que j'ai écrit bien des années plus tard. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi il y a les deux. Donc, dans Tableau de chasse, j'ai écrit « Sans lui laisser le temps d'ôter son imperméable, Manon poussa Éric sur le lit et ouvrit son pantalon. Haletante, elle le branla, puis s'inclinant, engloutit son sexe jusqu'au fond de sa gorge. Elle ne put retenir un cri qu'en retroussant sa jupe pendant qu'il déboutonnait son corsage pour lui lécher les seins, elle s'empala sur lui comme elle l'avait fait la veille dans le salon du boulevard de l'Essert. » Alors, vous allez vous dire comment un même auteur peut écrire des scènes si différentes. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais dans Écume Palace, comme je vous l'ai dit, c'est un roman en fait sur le deuil, sur la perte. Et donc c'est un roman que j'ai essayé de faire tout en nuances, où les sensations, le souvenir jouent un rôle primordial, en fait. Je voulais montrer cette espèce de sensation de perte, des choses qui se défont, de l'amitié qui se défait. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment la perte, ce roman-là. Tandis que Tableau de chasse, c'est un roman sur la passion amoureuse, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que dans Écume Palace, ils repassent la nuit ensemble des années plus tard, mais c'est sans doute un accident. D'ailleurs, je pense à la fin du livre que ça restera un accident. Tandis que dans Tableau de chasse, c'est un roman sur la passion. C'est vraiment un roman, c'est le seul roman que j'ai vraiment écrit sur la passion amoureuse et sur la violence qu'il y a là-dedans, la violence des sentiments, la violence, une certaine violence physique. Et une violence qui est même plus forte que tout, y compris plus forte que ceux qui la vivent. Et d'ailleurs, dans ce livre, cette passion amoureuse va avoir des conséquences assez dramatiques, enfin carrément dramatiques même. Voilà pourquoi dans un livre, il n'y a rien, dans l'autre, il y a quelque chose. Alors, dans une histoire d'amour, il peut y avoir... ce qui peut être important aussi, c'est le dialogue amoureux. Parce que, évidemment, à moins de... Par exemple, Toussaint, lui, il n'y a quasiment jamais de dialogue dans ses romans. Il explique tout, il n'y a jamais de dialogue. Mais quand même, moi, dans les miens, par exemple, il y a des dialogues. Mais par exemple, dans Madame Bovary de Flaubert ou dans La recherche du temps perdu de Proust, il y a aussi beaucoup de dialogues. Et le dialogue est important parce que, comme le récit, il se rapporte à la rencontre, à la séduction, au conflit, à la rupture. Enfin, il peut traiter de beaucoup de questions et véhiculer les sentiments des personnages. Ça aide à les comprendre et à les connaître. Ainsi, à travers le dialogue, ils peuvent exprimer la passion, le désir, la peur, l'hésitation, la contradiction, l'ambiguïté ou même le désespoir. C'est la raison pour laquelle le dialogue amoureux peut prendre des formes très différentes. Il peut être lyrique, il peut être ironique, etc., tragique. Enfin, vous voyez, il peut prendre... Et puis l'intérêt du dialogue amoureux, c'est qu'il révèle la personnalité des personnages. À travers ce qu'ils disent... on comprend qui ils sont. Ils révèlent des traits de leur caractère.
leur sincérité, leur audace, leur timidité, leur impatience par exemple, ou leur pudeur, mais aussi l'hypocrisie, l'orgueil, la manipulation. Ça montre beaucoup. En fait, ça leur permet de se dévoiler. Et ça montre aussi qui ils sont, parce que ça montre aussi, dans la manière de s'exprimer, leur niveau d'instruction, leur milieu social. Ça dévoile beaucoup de choses. Donc c'est important. Le dialogue amoureux ne doit pas être gratuit dans un livre. Il faut qu'il serve l'histoire et qu'il s'emboîte dans le récit et qu'il fasse avancer le récit. Parce qu'à travers lui, on verra se dessiner des situations et des situations et notamment la situation entre les personnages, c'est-à-dire par exemple le malentendu, l'incompréhension, la tendresse, l'éloignement, l'abandon, la tension. Enfin, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, du moment que ça fait avancer votre récit et que ça sert l'histoire. Il peut évidemment aussi créer du suspense et alimenter l'intrigue. Alors là aussi, pour ce qui est du dialogue amoureux, voilà ce que je viens de vous dire, mais c'est pareil pour la lettre d'amour. Si par hasard vous avez une lettre d'amour dans un roman, évidemment ça sera différent. La lettre d'amour est rarement gratuite, c'est un style travaillé, c'est comme un petit exercice littéraire. Et parce que à travers le message qu'on veut faire passer, derrière il y a aussi beaucoup de choses. Il y a le non-dit, il y a ce qu'on espère, il y a ce qu'on attend. Et puis il y a aussi il sert aussi à pallier le manque quand il y a un éloignement entre les personnages. La lettre permet de combler le manque. C'est ce qui fait dire à Paul Morand dans son journal Inutile, en amour, l'éloignement, c'est souvent le souffler sur la braise. D'où l'intérêt des lettres. Mais la lettre aussi permet de montrer, enfin de laisser transparaître des pensées, des secrets, enfin des choses qu'on ne dit pas forcément. Il peut y avoir beaucoup de non-dits dans une lettre. Alors évidemment, un des exemples de lettres que moi je trouve intéressant parce qu'il dit sans dire et en même temps, quand elle s'adresse à l'autre mais en même temps elle parle d'elle, c'est la lettre que vous devez connaître, c'est la lettre de Rosalie à David dans César et Rosalie, où elle lui dit, elle lui parle elle lui écrit en sachant qu'il répondra pas, et elle dit je t'écris ma 5e lettre et je m'attends à ton 5e silence, et après elle fait semblant de parler d'autre chose. Elle parle d'une maison, elle parle de robes qu'elle a achetées au marché, elle parle de gens qui sont venus la voir, etc. Et puis en fait, à la fin, elle revient à elle et elle dit pour les robes, ce n'est pas vrai, mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Donc on voit là aussi qu'elle essaie de se rappeler au souvenir de David à travers cette lettre. Elle aimerait avoir des nouvelles de David, mais en même temps, elle parle d'elle pour essayer de rester dans la vie de David. Alors, autre sujet important dans l'amour, c'est la jalousie. La jalousie, ce poison, comme dit Philippe Roth dans La bête qui meurt. Mais alors la jalousie, ça peut être dans l'amour, bon, ça on connaît,
Mais ça peut être aussi la jalousie. La jalousie, elle peut être dans l'amour, ça peut être une jalousie amoureuse, une jalousie sportive, une jalousie artistique, intellectuelle. La jalousie, on la vit, pas quotidiennement, mais on la vit régulièrement, ou on la subit. Mais pour un romancier, c'est intéressant aussi, la jalousie, parce que ça permet de creuser les personnages, de découvrir leurs réactions qu'on ne connaît pas forcément, que moi je ne connais pas, mais que je ne connais pas forcément au départ. Quand je vous disais qu'au départ, j'essaie de connaître beaucoup de choses des personnages, ça au départ, je ne le sais pas forcément, et c'est intéressant de savoir comment ils vont réagir face à la jalousie, selon leur sensibilité, selon leur personnalité, leur vulnérabilité, et puis parfois leur degré de perversion, s'il y a perversion. Et la jalousie, la jalousie en littérature, elle est très présente. Elle est présente chez Proust dans La prisonnière, où elle est obsessionnelle. Et puis je me souviens de ce film de Claude Chabrol qui s'appelait L'Enfer, avec François Cluzet, Emmanuel Béard et ce chanteur, là, Marc Lavoine. Et Cluzet soupçonne Emmanuel Béard d'avoir une liaison avec Marc Lavoine, et vraiment, il lui fait vraiment vivre un enfer tel qu'à la fin, elle le quitte, parce que le type devient fou, fou de jalousie. Donc là aussi, si ça vous amuse... Oui, d'ailleurs, pour illustrer le film de Chabrol, on peut faire un rapprochement avec la phrase de Colette. Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. Et là, c'est vraiment l'exemple type. Oui, je vous disais, vous pouvez faire un exercice sur la jalousie, c'est rédiger un texte où s'exprime la jalousie née d'un soupçon, et rédiger un texte où s'exprime la jalousie née d'une observation, ce qui n'est pas tout à fait, la même chose. Et puis alors évidemment, après, comme je disais au début, l'amour est difficile à inscrire dans la durée, et peut y avoir une disparition du sentiment amoureux. Alors les raisons sont multiples. Ça peut être le temps, ça peut être la routine, ça peut être l'habitude. Enfin bon, on connaît tout ça. Et la désillusion. Et la jalousie, évidemment, entraîne... ou la dissimulation aussi. La jalousie entraîne la souffrance. Et c'est ce qui rend l'amour fragile et capricieux. D'ailleurs, dans la littérature contemporaine, on voit bien comment est étudié le malaise de la société désenchantée dans laquelle on vit, et comment les relations deviennent éphémères, notamment au moyen des réseaux sociaux qui fragilisent beaucoup l'amour et peuvent le rendre un peu virtuel. Et évidemment, celui qui a beaucoup parlé de ça, c'est Houellebecq, qui ne croit plus, qui est très désenchanté concernant l'amour. Ça va avec sa manière de parler de l'incommunicabilité, de la difficulté à communiquer, alors que les relations sont de plus en plus virtuelles, et que la peur de l'engagement est de plus en plus forte. Et puis, évidemment, quand il n'y a plus d'amour, il y a la séparation. Alors la séparation qui, elle aussi, peut être due à des tas de raisons.
à commencer par la trahison, la désillusion, les obstacles, qu'ils soient sociaux ou autres. Et il en découle la douleur, la colère, la mélancolie, le regret, autant de choses qu'un auteur se plaira à décrire, puisqu'évidemment c'est aussi un sujet extrêmement intéressant à traiter. Alors évidemment, parfois la séparation et la fin de l'amour peut donner l'envie de se venger. Et le meilleur exemple, ce sont les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, où là, les vengeances n'en finissent pas. Voilà, je crois que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Merci. J'espère que c'était J'espère que c'était assez clair. Nous allons faire une question présentielle, une question à distance. Les personnes qui sont à distance, je ne sais pas si vous m'entendez, je pense que oui. Les personnes qui sont à distance, vous pouvez m'envoyer la question et je vous lirai. Et les personnes présentielles, voilà, lancez-vous. Posez vos questions. Tu peux choisir. Allez, tous en même temps, allez-y. Voilà, monsieur, vous avez été le premier. Merci. Je voulais savoir, là vous avez parlé de l'amour, comment parler de l'amitié et comment, voilà, est-ce que c'est vraiment totalement différent? Est-ce que dans la manière de parler de l'amitié, vous retrouvez des choses que vous retrouvez dans l'amour et peut-être à travers ce que vous avez écrit vous-même, comment vous avez traité ou comment vous traiteriez de l'amitié? Alors l'amitié... Tu peux reprendre la question. Oui, monsieur me demande comment je traiterais l'amitié ou comment je l'ai traité, si jamais je l'ai traité. Est-ce qu'il y a une grande différence avec l'amour? J'ai un peu traité l'amitié, notamment dans Écume Palace, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où avant de recoucher avec cet Espagnol, il retrouve des amis d'enfance, des amis qu'il a connus enfant, et en fait, ça ne se passe pas très bien. Parce que ils ont tous évolué différemment, etc. Et en fait, le personnage principal se rend compte qu'il n'a plus rien à leur dire. Et donc là, c'est pas une vision très optimiste de l'amitié, mais je suis jamais très optimiste sur l'amitié, je me rends compte. Non, c'est vrai, j'y crois pas beaucoup, en fait. Et dans Tableau de chasse, puisque je vous ai aussi parlé de celui-là, dans Tableau de chasse, là, c'est carrément l'amitié trahie qui va déboucher sur une catastrophe. Alors attendez, je réfléchis. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où j'ai parlé de l'amitié? Je crois pas, non. Mais en effet, non, je pense pas que ça soit très différent de l'amour. Alors certains s'amusent à dire que l'amitié c'est l'amour sans sexe. Mais en fait, oui, vous voyez, l'amitié, ça me laisse vraiment songeur. Hein. Non, c'est vrai, c'est un truc très bizarre. Je trouve ça très bizarre. L'amitié, c'est un truc auquel je ne crois pas tellement, en fait. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des amis, mais jusqu'à quand? Mais parce que je trouve ça presque plus fragile que l'amour, en fait, l'amitié. Je trouve qu'il y a toujours des trucs bizarres, sous-entendus bizarres, étranges, ou cette jalousie dont je parlais tout à l'heure. L'amitié pure, je la trouve vraiment très rare. Hein. Je ne sais plus qui disait... je compte mes amis sur les doigts de ma main gauche, et celui qui disait ça
il lui manquait 2 doigts. C'était un musicien. Mais pour vous répondre, en tout cas, monsieur, je pense qu'en effet, je traiterai de la même manière. Je pense que ce sont les mêmes ressorts, mais je pense que ça serait encore plus sombre que l'amour. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Je suis désolé, c'est le week-end, je vous sape le moral. Ben, j'espère. Ouais. J'ai une question à distance. Ah, J'ai plusieurs questions. Un instant. mon Dieu. C'est Lionel qui demande, la jalousie maladive est-elle vraiment une figure de l'amour? Peut-on maintenant parler d'amour sans aborder des questions de recherche de pouvoir ou d'emprise? Bah oui, j'espère. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Peut y avoir de l'amour sans emprise et sans cas psychiatrique. Hein. Mais ça peut arriver. C'est pas une constante, heureusement. L'amour peut aussi, même quand l'amour se défait, ça peut se passer en douceur. On se retrouve pas forcément avec un couteau planté dans le dos ou des menaces de mort. Mais c'est un cas de figure, quoi. J'espère que j'ai bien répondu à Lionel. Ouais, je te laisse choisir. T'en as d'autres, là, dans ton... Mais, une personne en présentiel. Ah, pardon. Monsieur. Oui, vous avez dit au début de votre intervention qu'il y avait deux types de traitement de l'amour dans les romans, ceux dont c'était l'angle principal et ceux dont c'était une partie de l'histoire. Est-ce que dans ce deuxième cas, vous avez des conseils spécifiques sur comment articuler la relation amoureuse dans un récit où ça joue une place secondaire mais néanmoins importante? Je peux reprendre la question. Ah oui, pardon. Monsieur me demande si, dans le cas où l'histoire d'amour occupe une place secondaire dans le roman, si j'ai des conseils à donner quant à l'articulation ou au schéma général du roman. Je pense qu'il faut savoir où placer l'histoire d'amour dans le roman et savoir si elle est vraiment utile ou pas. Et si elle est utile, à quel moment elle est utile, pourquoi elle est utile. Donc ça aussi, ça mérite d'être défini au départ, parce que vous ne pouvez pas amener une histoire d'amour gratuitement comme ça. Il faut qu'elle ait une utilité, même si elle est secondaire, il faut qu'elle ait une utilité dans le déroulement du roman. Et aussi la question, c'est avec quel personnage du roman. Parce qu'en effet, elle peut être secondaire, mais par exemple, elle peut être secondaire dans le récit, mais avoir des conséquences très importantes dans l'histoire générale. Et donc, c'est une espèce de... Il faut avoir tous ces paramètres avant de décider de placer une histoire d'amour dans une histoire plus ample. Il faut qu'elle soit utile, il faut savoir avec quel personnage, à quel moment, et si elle est utile, quelles sont ses conséquences dans l'histoire plus générale qui est racontée dans le roman. Est-ce que ça vous convient? Une question à présence. Ah, pardon. C'est Ludivine qui demande, quel conseil pour écrire une belle histoire d'amour où les personnages vivent une relation constructive cherchant à éviter la jalousie et la possessivité, tout en captivant le lecteur. Une histoire qui se finirait bien sans être niaise. C'est pas du tout mon rayon, ça. Non, là, il faut que tu invites un autre auteur. Là. Chez moi, ça se passe toujours mal. Changer de projet, oui. Non, je sais pas, mais je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Une belle histoire d'amour qui se finit bien, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Je dirais que dans ce cas, ce n'est pas l'amour lui-même qui va dessiner l'arc narratif,
Mais il faut trouver quels sont les autres intérêts dans cette histoire qui vont accompagner le développement de cet amour. De montrer comment l'amour, il va devenir un socle pour surmonter d'autres péripéties qui ne sont pas forcément liées à la relation. Je te remercie pour ton excellente réponse. Mademoiselle. Merci, Madame. mademoiselle. Non, j'apprécie. C'est une question plus sur la technique. Est-ce que tous vos romans, donc, comme vous nous l'avez dit, qui tournent autour de l'amour, vous les écrivez au jeu, enfin vos personnages sont incarnés une focalisation interne, ça varie selon les romans ou... Au début, j'écrivais au jeu. Ça, c'est très intéressant comme question. Au début, j'écrivais au jeu. Et puis à un moment, j'ai écrit un recueil de nouvelles. Alors, je crois qu'il y avait des nouvelles au jeu. Et puis, il y a une ou deux nouvelles que j'ai écrites au il et elle. Et là, j'ai découvert à quel point c'était... j'ai découvert la liberté que ça donnait. Parce qu'en fait, on est omniscient. Quand on voit tout, on peut faire comment dire, on peut raconter plusieurs histoires en même temps, etc. On sait tout, on sait ce qui se passe. Alors que le jeu, je trouve ça limité. Mais j'avais une amie qui s'appelait Dominique Rollin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et elle, j'avais souvent cette conversation-là avec elle, et elle était à fond pour le jeu, parce qu'elle me dit, mais le jeu, on maîtrise tout, etc. Et moi, je trouve que le jeu, on est quand même limité dans le truc, parce que le jeu, par exemple, dans une histoire d'amour, le jeu ne peut pas savoir ce que vit l'autre quand il n'est pas là. Alors qu'avec le il et le elle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire qu'elle le trompe aisément, ou pas, ou qu'elle se promène, ou qu'elle... Sauf si on alterne avec deux jeux, on pourrait. Ah oui, deux jeux dans le même roman, ça serait bizarre. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas fait, mais je trouve qu'en fait, c'est le... Et depuis ça, donc depuis cette expérience des nouvelles, j'ai toujours écrit au il et au elle, et je pense que je continuerai. Parce que j'aime beaucoup cette liberté. Le jeu, maintenant, me semblerait un peu bizarre. Ayant goûté à cette liberté, j'aurais l'impression de retourner en cage. D'ailleurs, c'est peut-être le chemin, entre guillemets, le plus logique, enfin, entre guillemets, de passer du jeu au il, elle. Je sais pas, parce que... Je sais pas, parce qu'il y en a... Mais par exemple, je pense au livre de Patrick Modiano, lui aussi, il y a du jeu et du il. Selon les romans, il alterne. Il y a même un recueil de nouvelles qui s'appelle Des Inconnus, où c'est trois femmes, je crois que c'est trois femmes, il me semble, qui parlent au jeu. Mais ce sont des nouvelles, donc il n'y a pas de lien entre les histoires. Merci. Je vous en Il y a prie. une question à distance de Karine. Question. Comment savoir qu'une scène de sexe est-elle utile pour le récit? Et quels ingrédients pour qu'elle soit utile? Faudra écouter, hein, Karine. Bah, utile, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est instinctif, quoi. Il faut pas qu'elle soit... C'est comme tout le reste, il ne faut pas qu'elle soit gratuite. Il faut qu'elle serve quelque chose. Là, quand je vous ai lu la mienne, je suis désolé, hein, mais quand je vous ai lu la mienne, je l'ai écrite parce qu'elle me semblait utile pour montrer la passion de ces deux types, de ces deux personnages qui sont dans une histoire d'amour, dans une passion amoureuse qui en plus est cachée. Donc chaque moment qu'ils passent ensemble, c'est un truc très, très sensuel, très violent. Donc je ne pouvais pas garder un style éthéré. Il fallait montrer un truc très... Donc là, elle était utile. Dans Écume Palace, que je vous ai lu tout à l'heure, elle n'était pas utile. Puisque c'est plus un effleurement qu'autre chose. Monsieur. Comment dire, quand on a le projet d'écrire sur l'amour ou le sexe, la difficulté, c'est que tout a déjà été dit, Tout. écrit ou montré, s'agissant du cinéma. Donc la question, plutôt que vous demander comment faire pour éviter le cliché, le pathos, la vulgarité, je vous pose la question différemment. Vous, en tant que lecteur,
qu'est-ce qui vous donne le sentiment quand vous lisez que c'est juste plutôt que vulgaire, déjà dit, pathos? Quels sont les moteurs qui vous donnent le sentiment que vous êtes en présence d'une voix sincère et donc efficace sur le plan émotionnel, puisqu'on n'est pas dans la répétition de choses déjà dites, déjà écrites? Bah, ah oui, quand je suis lecteur, comment je sens comment j'interprète les scènes de sexe, c'est ça? Comment je les... Quand est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose de singulier, Ah oui, pas nécessairement de nouveau, mais de sincère et de juste? Quand je vois s'il y a quelque chose de sincère et de juste. Quand je suis lecteur, je me laisse un peu porter par l'auteur. Si c'est un auteur dont j'admire j'admire ou j'aime le style, j'aime l'écriture, etc. Par exemple, je pense, votre question me fait penser à Jean-Philippe Toussaint, dont je parlais tout à l'heure, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Je sais que c'est un écrivain sensuel. Et donc, je sais qu'il n'amène pas ça gratuitement. Donc, je n'ai pas d'interprétation à avoir. Je la lis. Elle peut me choquer ou pas, parce qu'elle est crue. Mais je l'interprète, comment vous dire, j'en fais pas forcément une interprétation. Un type comme Toussaint, il a suffisamment de maîtrise et tout ça pour écrire une scène qui soit ni ridicule ni vulgaire. Mais à côté de ça, il y a peut-être des auteurs que je ne lis pas, dont je me dirais, bon, là c'est grotesque, ou ça ne sert à rien, ou c'est ridicule. Mais pour tout vous dire, je lis rarement des scènes de sexe dans les romans. Enfin, en tout cas, dans ceux que je lis, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand ce sont de très bons auteurs, comme c'est son cas à lui, je me dis que, d'une certaine manière, je lui fais confiance. Je me dis, s'il l'a écrite, c'est qu'il estimait qu'elle était nécessaire, qu'elle apporte quelque chose à son livre, etc. Et donc, je me laisse porter comme lecteur, comme un lecteur lambda, et je n'ai pas une interprétation critique. Je me dis, il l'a faite... donc c'est parce qu'il voulait la faire, parce qu'elle était nécessaire. Mais je ne suis jamais tombé sur des scènes dont je me suis dit c'est grotesque, vulgaire ou quoi. Je n'ai pas le souvenir que ça m'est arrivé. Et en même temps, je vous le dis, je vous le répète, j'en ai pas tellement lu des scènes de sexe. Si dans Philippe Roth, il y a des scènes de sexe. Et là, et des scènes de sexe assez crues, oui. Et là aussi, le type est tellement brillant, a une telle maîtrise que même si... Alors là, pour le coup, ça peut être des scènes extrêmement choquantes. Enfin, moi, qui peuvent m'amuser. Ou par exemple, dans Portnoy et son complexe, il y a des successions de scènes invraisemblables. À mon avis, c'est un livre qui, aujourd'hui, aurait du mal à être publié. Alors là, dans Portnoy, par exemple, elle ne me choque pas, elle m'amuse. Mais dans d'autres livres de Roth... elles sont parfois d'une crudité vraiment assez élaborée, mais elles ne me choquent pas parce qu'il y a une telle maîtrise du récit, une telle maîtrise du style, etc., que là aussi, on se laisse porter. Il est tellement brillant que je ne peux être qu'admiratif, quoi. Une question à distance. Marilyn qui demande, comment traitez-vous de l'amour une fois passé la passion? Au revoir et merci. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que... Il répond, c'est bien. J'aurais dû faire ça depuis le début. Je pense que l'amour et la passion, ils sont deux sujets qui s'entremêlent dans la ligne, dans l'arc narratif de cette histoire. Je pense que si l'objet de la personne est vraiment traiter la transformation de ce sentiment, de la dynamique, il faut qu'elle explore déjà comment
comment cette histoire se manifeste, comment cette histoire prend la place quand elle est en mode passion, et quelles sont les modifications qu'elle entraîne quand elle passe en mode non-passion. Si ça, c'est l'objet de l'histoire. Si ça n'est pas l'objet de l'histoire, peut-être qu'il faut trouver d'autres fils à tirer pour coudre cette transformation. On peut tomber là dans la discussion entre l'amour est la pièce centrale du roman, ou l'amour est la pièce secondaire du roman. Ouais, ouais. Parce que ça change la façon de traiter aussi dans cette question. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je dirais. Tu as très bien répondu. Je te remercie. Allez-y. Vous avez évoqué les dialogues. Ouais. Et enfin, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que les dialogues, je trouve que ça apporte, enfin, quand on en met quelques-uns dans le récit, ça apporte, en effet, ça permet de creuser les personnages, d'approfondir. Mais par contre, le dialogue amoureux, particulièrement, je trouve que c'est peut-être encore plus difficile. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport au... Ben, le dialogue, d'abord, je trouve que ça apporte une respiration. La question. Ah oui, le dialogue amoureux, c'est difficile, c'est ça, Ouais. c'est ce que vous dites. Je trouve que le dialogue, d'abord, apporte une respiration dans le fil du récit. Et le dialogue amoureux, c'est comme tout, quoi. Faut que ça soit ni grotesque ni vulgaire, mais c'est toujours cette question de la crédibilité, que ça serve l'histoire. Il ne faut pas faire un dialogue juste pour dire il fait beau et tu es la plus belle. Mais il faut qu'on comprenne. Par exemple, dans celui que je vous ai lu tout à l'heure, que j'ai tiré de mon livre, c'est le 15 août, quand elle dit où est-ce que ça va nous mener, cette histoire, ce dialogue me permet de montrer son état d'esprit et de ne pas avoir à l'expliquer. Ouais, ouais. Ça permet aussi des raccourcis, des ellipses, et ça permet d'éclairer la psychologie du personnage. Tout comme... Est-ce que je vous ai répondu ? Non. Oui, si ça complète l'éditeur. Ouais. J'ai une question à distance Ah, pardon. de Xavier. Préférez-vous raconter une histoire d'amour qui finit bien ou qui finit mal? Mal. Parce que la fin, c'est une chose, hein, le développement, c'est une autre chose. La salle a répondu pour moi. Donc mal. Bah oui, c'est plus intéressant. Exactement. On peut aussi dire que c'est plus facile. Quand ça se finit mal ? Ah non. Sinon, ça s'appelle une romance. Je sais pas, c'est plus facile. Parce que c'est pas non plus si simple de montrer comment un truc se dégrade. Hein. Parce que bon, ça se finit mal, mais avant, il y a tout le château qui s'effondre petit à petit. Il faut montrer le changement dans les personnages, dans l'histoire, tout ce qui intervient jusqu'à la dégringolade. Je suis pas sûr que ça soit si plus facile. Mais en tout cas, je trouve ça plus intéressant, ça c'est sûr. Il y a une personne qui veut poser une question. Oui. J'ai une question sur la technique d'écriture, sur la question des outils comme la scène. Je trouve que quand on raconte Des outils comme l'outil de la scène dans la structure d'un roman. Ah, de la scène, pardon, oui. Quand on écrit une histoire d'amour, c'est souvent très psychologisant. On est beaucoup dans la tête des personnages en train de s'imaginer ce qu'ils ressentent. C'est vraiment très propre à ces situations où on dit est-ce que je suis amoureuse, est-ce que je suis pas amoureuse, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Et on peut très vite tomber dans une psychologisation du roman qui casse complètement l'intérêt du livre. Oui. Je voudrais savoir comment vous réussissez, si vous y arrivez d'ailleurs, je ne sais pas, C'est pas sûr. à faire sentir ce que le personnage ressent à travers des gestes, de façon à ne pas imposer au lecteur une lecture, mais qu'il puisse la deviner de lui-même à travers la réalisation d'une scène. Est-ce que vous posez ces questions-là au quotidien ou est-ce que vous écrivez et puis votre éditeur vous dit c'est très bien sans vous reprendre sur ces questions? L'éditeur me dit toujours que c'est très bien. Tu peux reprendre la question.
Tu peux reposer la question de manière plus simple. On apprend ici beaucoup à l'école d'écriture les mots, à être dans le show dentelle, à surtout ne pas tomber dans la psychologisation, à ne pas avoir des personnages qui racontent ce qu'ils ressentent, mais à réussir à les faire sentir au lecteur à travers des gestes, une scène, des situations. Est-ce que quand vous travaillez de cette manière en disant quelle situation je vais créer pour ne pas trop aider mon lecteur et qui tout d'un coup dit ah ça y est j'ai compris ce qu'elle ressentait sans avoir besoin d'avoir une phrase qui dit tu ne m'aimes plus je l'ai compris, enfin, des choses un peu clichés comme ça. Comment s'éloigner du cliché? Est-ce que vous travaillez l'éloignement du cliché ou pas du tout? Bah, j'essaie quand même d'éviter les clichés et mais comme je vous le disais comme je vous le disais au départ, tout ça est très instinctif. La scène, je la fais telle que je la sens au moment où je l'écris. Donc c'est très instinctif. Et en effet, je vais essayer d'éviter les explications, les trucs lourds. Et par exemple, le dialogue dont on parlait tout de suite, ça permet en effet d'éviter des explications, des trucs qui peuvent devenir lourds. Mais tout ça se fait de manière très instinctive. Et pour éviter tout ça, il y a le dialogue, ça peut être un mot, ça peut être la description, ça peut être un mot, ça peut être la description d'un geste, ça peut être infime. Et à travers l'infime, on peut faire passer beaucoup de choses. Mais en effet, il faut éviter les clichés et les explications qui alourdissent le récit. De même qu'il faut... Ce qui est à éviter dans le dialogue, c'est l'explication. C'est trop vouloir dire de choses dans un dialogue de manière à ce qu'il soit trop chargé, trop lourd, trop d'explications psychologiques, trop de trucs. Alors là, c'est catastrophique. Donc il faut, c'est infime, mais c'est très instinctif. Mais en effet, ce que vous dites est vrai, c'est qu'il faut éviter les lourds, parce que ça devient des lourdeurs en fait. Question à distance. Sandy demande, avez-vous créé les histoires à partir du vécu? Et si oui, avez-vous écrit en vivant l'histoire ou après avoir pris du recul et une distanciation? Non, j'ai pas écrit d'après histoire. Parce que j'aime beaucoup l'imaginaire, donc j'essaie de faire appel à mon imaginaire. Alors évidemment, il y a des choses que je vois dans la vie, que j'observe, ou des choses que j'entends. Mais ça, c'est très ponctuel. Mais il n'y a pas de toute une histoire que j'aurais vécue ou qui... Non. Je vous en prie. Merci. C'est en complément de cette question. Je vous demandais si vous faisiez un travail de recherche pour tous ces romans qui sont traités de l'amour, à la fois dans ce qui a été écrit dans la littérature, comment vous travaillez ça pour garder ces archives-là et travailler à partir de ça, à la fois dans l'observation du réel, enfin, en fait, tout ce qui prépare le travail, ça m'intéresserait de savoir l'arrière-cuisine, comment ça s'organise dans votre arrière-cuisine. Non, je fais aucune recherche. Par exemple, le point de départ, à un moment, je me souviens, j'écrivais un roman, je ne sais plus lequel c'était, on me disait « c'est quoi ton livre ?» Et je disais « c'est un type qui rencontre une fille ». Et en fait, je me souviens, je disais ça exprès parce que je me souviens que Claude Sautet racontait que quand il a tourné Les choses de la vie, on lui disait c'est quoi, qu'est-ce que tu tournes? C'est un type qui a un accident. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Et je pars de là, par exemple, bon, mettons, un type rencontre une fille, et voilà, à partir de là, je vais broder, je vais développer le truc. Parce que l'idée, c'est une chose, mais après, il faut savoir la développer, il faut arriver à la développer. Mais je ne fais pas de recherche, non. Et alors, évidemment, je me nourris sûrement de ce que je lis, de ce que j'ai vécu, parce que quand on écrit, ce qui est très important, c'est la mémoire. Donc c'est pour ça que je fais très attention à ma mémoire et à ne pas l'abîmer, parce que c'est très précieux. Parce qu'on fait beaucoup appel aux souvenirs, beaucoup appel aux observations, à ce qu'on a emmagasiné. Mais sinon, je ne fais pas de recherche, non.
J'essaie de construire une histoire. Alors, les personnages seront sans doute inspirés de gens que j'ai croisés, enfin, sans doute ou pas. Mais peut-être qu'il y a un détail qui m'aura intéressé, qui aura retenu mon attention. Donc ça, je m'en servirai. Mais c'est tout. Mais il n'y a pas de recherche, non. Vous prenez des notes au quotidien? Oui, je prends des notes, oui. Je prends beaucoup de notes. Je prends beaucoup de notes avant de commencer. En fait, le travail se passe en deux phases essentiellement. Il y a la prise de notes. Alors, ce sont des notes que je prends toujours à la main, jamais avec un ordinateur, parce que j'ai besoin du contact du cerveau à la main. J'ai besoin de l'écrire pour le tenir, de le consigner. Sinon, ça reste extérieur à moi si je suis sur un écran. Donc, je note et je prends des tas de notes justement pour arriver à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire connaître les personnages, savoir pourquoi je veux raconter telle ou telle histoire, essayer de comprendre comment je peux la développer, etc. Et je prends des notes et puis à partir de ça, il y a un chemin qui commence à apparaître et là, il y a un plan, je fais un plan. Et ensuite, toutes ces notes correspondent à un moment du plan. Donc je sais que telle note, ça sera à tel moment. Et donc comme ça, je sais que telle note que j'apporte au point A, par exemple, aura une utilité au point G, au point F, au point U. Enfin, vous voyez que ça aura une répercussion, mais que ça n'est pas apporté gratuitement. Et donc tout ça se construit. Et en fait, quand je commence le livre, il est finalement écrit entièrement, mais sous forme de notes. Et après, le travail, c'est de remettre tout ça en ordre. Et c'est le travail de l'écriture. Et là, pour le coup, toutes ces notes sont tellement éparses, etc., que là, je fais ça en revanche avec un ordinateur. J'écris le roman avec un ordinateur. Et après, je le réécris à la main. Enfin, je le corrige beaucoup, beaucoup à la main. Mais il n'y a pas de recherche. Une question à distance de Lisa. Comment écrire la relation abusive pour permettre au lecteur... Comment écririez-vous un amour abusif, dysfonctionnel et violent? Complétons la question. Comment écrire la relation abusive pour permettre au lecteur d'être aussi coincé que la victime d'abus? Alors ça, je ne sais pas du tout. Moi non plus, ne me regardez pas. J'ai une suggestion. T'as pas une réponse pour une fois? J'ai une suggestion. Ah, on t'écoute. Je suis un mauvais élève, j'ai toujours une réponse au bout de la langue. Je dirais que peut-être écrire en première personne, ça aide au lecteur à se projeter. Je dirais une écriture plus universelle, des situations qui sont plus universelles, qui permettent à beaucoup plus de personnes à se projeter dans ces situations. Donc peut-être miser sur des péripéties qui sont assez accessibles, qui sont atteignables, qui sont possibles dans la vie de la plupart des couples. Et pas partir dans une chose mirabolante ou très différente où les personnes ne vont pas avoir de répertoire pour se projeter. Voilà, je dirais ça. Ça vous convient? Oui. Merci pour la prochaine personne. Attends, madame. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt narratif selon vous à raconter une histoire d'amour d'un seul point de vue, d'un seul personnage, sachant que vous disiez nourrir les deux personnages, c'est en vue de leur désir, mais de raconter, sachant qu'une histoire d'amour, c'est souvent quand même deux destins individuels qui à un moment vont se croiser, puis se croiser très vite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans d'intéressant narrativement à le voir que d'un point de vue? Est-ce que ça peut se raconter comme ça, une histoire d'amour? Votre question me rappelle le livre de Michel Déon qui s'appelle Les gens de la nuit. Je me souviens de ce narrateur qui raconte une histoire d'amour, une rupture, et en fait il parle beaucoup
Et en fait, on a son point de vue à lui pendant tout le roman, puisque la fille est partie, l'a quitté visiblement. Donc il raconte sa vie, ce qu'il a vécu avec cette fille et sa vie après, mais en revenant beaucoup sur cette histoire. Je vous parle je vous parle de mémoire. Hein. Et la fille, on la voit pas, elle n'est pas là, elle n'est pas dans le roman. Et à la fin seulement, elle apparaît, il la revoit dans une soirée, etc. Et il se dit, finalement, ça n'était que ça. Non, il se dit, ça n'était que ça, quoi. Il dit, ah bon, c'était que ça, et j'ai souffert pour rien, quoi. Et en fait, pendant tout le livre, j'ai le souvenir de ça, mais j'ai lu ça il y a très longtemps, j'ai le souvenir qu'il raconte ça de son point de vue à lui, et que la fille n'intervient pas du tout. Très bien. C'est un très beau livre que je vous conseille fortement de lire. D'ailleurs, je me disais que j'allais le relire bientôt. Les gens de la nuit, Michel Déon. Ce que vous venez de dire, je rebondis du coup, ça me rappelle... Ah, vous prenez la parole comme ça, vous, maintenant. Ça peut être interactif, non? Oui, je rebondis parce que, en fait, ça me faisait penser aussi à un livre, et du coup, je cherchais le titre, c'était La femme infidèle de Philippe Villain. Ah oui, oui. C'est un peu pareil parce que c'est un homme qui se rend compte que sa femme lui est infidèle, et en fait, on suit son cheminement pendant... Il fait semblant de rien voir, et on suit son cheminement à lui, et uniquement lui, pendant tout le livre. Et oui, je n'y ai pas pensé, mais je l'ai lu, La femme infidèle. Oui. Ah, oui. J'ai une dernière question à distance. Voilà, les cloches sonnent, les anges arrivent. C'est la question de Delphine. Coucou Delphine. Pensez-vous qu'un amour platonique a une chance de trouver des lecteurs aujourd'hui? Pourquoi pas? Oui, comme dit monsieur, si c'est bien écrit. Oui, ça peut être intéressant même. Mais c'est pas simple à faire. Hein. Mais oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui marche. Hein. On ne sait pas ce qui peut plaire, ce qui peut... Il y a des trucs, on se dit ça va plaire, ça plaît pas. Des trucs, on se dit c'est pas possible, ça marche. Mais un truc comme ça, bien fait, oui, je pense que ça peut être très bien, oui. Ce n'est pas forcément le sujet, mais la façon de le traiter. Voilà, exactement. Ouais. Excuse-moi d'avoir répondu à ta place. Hein. Je crois qu'il y avait encore une ou deux questions, non? Non, mais je sais pas si... Monsieur? On vous sent très nourri par le cinéma, vous avez cité Rapneau, oui. Sauté, Oui. Dabadi. Dabadi, oui. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que l'image, j'ai l'impression que vous fonctionnez beaucoup comme ça, est-ce que vous pensez que l'image, avoir une image de ces personnages, la façon dont il faut commencer l'histoire, etc., c'est un bon moteur pour l'écriture, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose qui peut emprisonner, qui peut paralyser? Est-ce qu'avoir l'image est utile dans le geste d'écriture au moment de raconter une histoire d'amour, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut s'en dégager? Vous avez entendu la question, oui. Est-ce que l'image peut être utile ou un frein pour écrire? Moi, je fonctionne beaucoup par image, en fait. Je fonctionne beaucoup par l'image. Au contraire, c'est très stimulant pour moi. Et en fait, il y a un truc qui me fait apparaître des images, c'est la musique. Quand j'écoute de la musique, j'ai beaucoup d'images qui viennent. Et j'ai une ambiance, un climat, un truc, des couleurs, des ciels. J'ai beaucoup de choses qui viennent quand j'écoute, pas n'importe quelle musique, hein, mais certaines musiques. Et donc je procède beaucoup par image. Et c'est vrai que le cinéma me nourrit énormément. Et puis ça, dans la narration aussi, c'est intéressant, la manière dont une histoire est racontée dans un film, c'est très intéressant, et les dialogues et comment est construite telle scène, et tout ça me nourrit beaucoup. Moi. Il y avait une autre question, je crois. Une dernière question là au fond. Monsieur. Oui, alors ma question c'est, est-ce que vous avez lu L'amour de François Bégodeau? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas lu L'amour de François Bégodeau, je n'en pense rien. C'est un très bon exemple. Parce que si je peux me permettre, c'est un très bon exemple d'une histoire ordinaire, très ordinaire, parce qu'en fait, l'auteur raconte l'histoire d'amour de ses parents,
Donc c'est un point par rapport à un point qui a été fait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut raconter une histoire ordinaire, pas nécessairement dramatique, ou qui se termine? Ah oui, bah bien sûr. Oui. C'est un très bon exemple, celui-là. Ouais, bah, je ne l'ai pas lu. C'est un très bon livre qui, en effet, au niveau du pitch, est extrêmement ordinaire. Ouais, ouais. Et le talent de l'auteur, Ah bah oui, tout est là. Oui. l'écriture en fait un livre très intéressant. Ouais. Donc c'est un très bon contre-exemple à voilà, des questions qui ont été posées tout à l'heure, si je puis me permettre. Ouais, très bien. Monsieur? Une dernière question. Je vais vous poser la question. Oui. À force de décortiquer les ressorts de l'amour, voilà, les tenants, les aboutissants, les conditions qui vont faire que ça va émerger ou pas, est-ce que ça n'entraîne pas une forme de désillusion? On peut encore aimer en écrivant à ce point et en détaillant et en essayant de comprendre tout ce qui interagit. Oui, non, ça... Est-ce que vous diriez que finalement, dans vos livres, vous n'avez raconté que des histoires d'amour? Est-ce que l'amour a pris une très grande place dans tous vos livres? Sans doute. Mais j'en avais pas forcément conscience quand je commence le livre, et puis je m'aperçois que c'est ça, en fait. Non, pour répondre à votre question, monsieur, non, ça n'a pas d'incidence. Je fais la part des choses entre la fiction et la réalité. Voilà. Comme ça, on finit notre masterclass. Merci à vous. Ben, la batterie du microphone est finie. Je vous remercie de votre présence et je vous attends nombreux pour les activités de l'après-midi. Accueillez, s'il vous plaît, les personnes qui sont ici pour la première fois. Qui est là pour la première fois, levez la main, s'il vous plaît. Maintenant, baissez la main et attrapez la personne à côté. Ne lâchez plus. Voilà, merci. Salut, ça va? Je vous ai reconnu, j'ai entendu vos voix. Tu l'as pas du premier rang, avec plaisir. Cool, c'est tout. Et il y a sur les trucs de l'expo, la Cinémathèque de Paris, je me et je savais que ça. Ah, est-ce que tu fais? C'est excellent! Cet après-midi. Attends, si jamais il revient pas. Comment vous avez trouvé le livre de Rapneau? Moi, j'ai été très déçu. Lequel? Le livre de Rapneau. Très décevant. Très déçu. Très décevant. Vu la carrière du bonhomme. Mais ouais, c'est dingue. Très décevant. Très déçu. Il n'y a rien dedans. J'en attendais énormément parce que j'adorais son cinéma. Et puis, il a fait des choses fantastiques au cinéma français. C'est une succession d'anecdotes. Ça n'a aucun intérêt. J'en parlais au libraire du cinéma, la librairie du cinéma, parce qu'il a fait une soirée avec lui. On avait eu beaucoup de monde et tout. Ah, dans le 5e, là? Oui, Ah oui, c'est dommage, t'es raté. Un jour, je l'ai croisé dans la rue, Rapneau, rue du Cherche-Midi. Il venait vers moi et je lui ai seulement dit « Le sauvage ». Alors il s'est arrêté surpris, il m'a dit « Mais on se connaît ?» Je lui ai dit « Non, bonne journée ». Bien sûr. Il est très vieux là maintenant. 93 ans, il est 32. Non, très décevant, le livre. Mais j'ai retenu ça sur les personnages, parce que je savais que je devais faire ça aujourd'hui. Et je m'étais dit, tiens, c'est intéressant, ça, ces questions sur les personnages. Le seul truc rigolo, c'est quand on apprend qu'il y avait un projet de film avec Deneuve et Adjani sur la mode. Ah oui, avec Jean-Marc Roberts. Ah non, mais vraiment, grosse déception. Merci. Mais non, j'espère que c'était pas ennuyeux. Non, ça l'était pas. C'est nul, non?
Cocaïne, ah non. En fait, en tout cas, c'est bien que tu sois venu. Je vais lui rendre ça, c'est le micro, je crois. Vous avez un beau caban. Hein. Ah, c'est Saint-Jarme. La classe. Mon fils m'a dit que ça fait très Dao, donc j'étais assez fier. Ah oui, oui. Non mais, quelle qualité. Hein. Faites gaffe aux mythes.